Bonjour à tous, bienvenue sur Des Révolutionnaires. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler de mon t-shirt. Pour une fois on va s'attarder sur un objet qui n'est pas simplement du décor, puisqu'il s'agit évidemment, pour ceux qui connaissent, de l'environnement de World of Warcraft, c'est-à-dire WoW. L'enjeu étant non pas de parler d'un jeu vidéo, mais d'un phénomène de société qui caractérise tant à l'échelle du jeu vidéo qu'à l'échelle du cinéma, de la littérature, une pratique qui est vraiment devenue caractéristique, qui caractérise ce qui est devenu caractéristique, mais c'est-à-dire qui est tout à fait signifiant dans notre époque, à savoir la question de l'intertextualité, mais l'intertextualité libre, qu'on appelle aussi le roleplay. Le roleplay en tant que pratique d'écriture, pas simplement, même si simplement est un mot qui serait abusif, mais pas simplement, donc sans réduire la chose à la pratique des jeux de rôle, tels que la font ou s'y consacre tout un tas de joueurs depuis maintenant une ou deux générations. Alors de quoi est-ce qu'il s'agit? Donc je vais faire une espèce de rapide généalogie en partant des années 60, 50-60, avec ce dont Asimov parle dans son autobiographie et dans sa deuxième autobiographie, puisqu'il a fait une autobiographie on va dire personnelle, privée, et puis une autobiographie plus littéraire. Donc la deuxième autobiographie, je crois que c'est moi, Asimov, il parle de toute une génération d'objets qui s'appellent les pulps. Alors les pulps fonctionnent sur un principe assez simple, c'était la pulp, donc je crois que c'était la pulpe, très simplement de carton ou de pommes de terre, je ne sais plus du tout. Mais c'était des produits bon marché, c'était un support bon marché qui permettait de diffuser des fictions peu chères. Donc ça a été quelque chose qui a permis le lancement d'auteurs tels qu'Asimov, mais en fait finalement toute la science-fiction de la modernité tardive qui va donner notre modernité à nous, qui va influencer des space opéras comme Star Wars, etc. Et justement on va venir à Star Wars. Les pulps dans les années 50-60 sont une façon très peu coûteuse de diffuser des jeunes auteurs, donc c'est-à-dire de donner leur chance à peu près n'importe qui essayant d'écrire pour un journal, un magazine, une revue. Donc c'est un accès extrêmement démocratique à la capacité à la fiction. Ça va être suivi tout de suite d'un registre d'un univers qui s'appelle les comics, que tout le monde connaît bien sûr. Aujourd'hui au cinéma, Marvel et DC Comics se font la guerre. J'aurais plutôt tendance à penser que DC Comics a perdu la guerre cinématographique, ce qui ne veut pas dire que ces personnages sont de moindre qualité, tout au contraire peut-être. Simplement, les Marvel comme les comics sont deux univers, comme les DC Comics sont deux univers libres, c'est-à-dire que tout un chacun, n'importe quel auteur, évidemment à saisir avec des nuances, mais théoriquement, n'importe quel auteur peut se saisir de l'univers qui est concerné pour inscrire ses propres personnages et sa propre narrativité, son goût narratif et son style, à la fois de dessin et d'écriture, dans un univers qui préexiste. C'est-à-dire que chacun va venir et va intervenir dans un monde qu'il ne crée pas. Et donc, un monde qui existe avec des règles déjà, donc il s'agira d'être obéissant et de rester dans un cadre prédéfini. Bien entendu, c'est très intéressant puisque cela produit ce qui s'est diffusé aujourd'hui et ce qui a donné des boosts insipides tels que Twilight ou 50 Shades of Grey, c'est-à-dire de la fanfiction. En un sens, c'était de la fanfiction. Ça a pris encore plus d'importance avec le phénomène Star Wars, c'est-à-dire que quand Star Wars 1 en 1977 est sorti, c'est un train. Donc quand Star Wars 1 est sorti, George Lucas n'a pas gardé les droits d'auteur, il a gardé les droits sur les produits dérivés. C'est-à-dire qu'il avait une liberté plus importante à ceux qui souhaitaient écrire à partir de cet univers que lui-même avait créé, qui lui appartenait théoriquement, et si bien qu'on a eu deux contextes, on va dire, littéraires, ou deux contextes narratifs. Voilà. Ce sont l'univers canonique, on va dire adoubé en quelque sorte par George Lucas, et l'univers étendu. L'univers étendu comme l'univers canonique sont des univers qui ont bercé l'écriture des tomes 1, 2, 3, des épisodes 1, 2, 3 de la saga Star Wars, si bien que, par exemple, on a des choses qui se reconnectent dans le 4, 5, 6 et 1, 2, 3
évidemment même, on pourrait même dire que ça suit une certaine linéarité. Ce qui n'est pas du tout le cas des 7, 8, 9. Non pas que j'ai quelque chose contre le 7, 8, 9, mais simplement les réalisateurs ont revendiqué de ne pas connaître, et de refuser de vouloir connaître à la fois l'univers étendu et l'univers canonique. C'est-à-dire qu'ils se sont appropriés une capacité à la réécriture tout à fait légitime, puisqu'on leur a demandé de faire un film avec ça. Et tout ce qui est spin-off ou tout autre dérivé de l'univers Star Wars fonctionne sur la même logique, c'est-à-dire qu'on va intercaler sur le mode de la réécriture. La différence avec Marvel ou DC Comics, c'est que Star Wars 789 ne respecte pas l'autonomie et la cohérence de l'univers préexistant. C'est ni bien ni mal, c'est un fait. Ce qui est intéressant, c'est que cette capacité à glisser des textes entre les textes, à insérer des narrativités à l'intérieur d'une grande narrativité, c'est ce qu'on appelle l'intertextualité. Dans le monde de World of Warcraft, tout fonctionne sur le modèle de l'intertextualité, c'est-à-dire que les joueurs arrivent dans le jeu, participent à une grande trame narrative qui, en grande partie, a été écrite par ce qu'on pourrait appeler les tenants de l'univers canonique, mais a aussi été influencée par des univers plutôt étendus, c'est-à-dire tout un chacun, n'importe quel joueur, qui se mettait sur un forum à faire ce qu'on appelle un roleplay, c'est-à-dire à raconter la vie de son personnage et l'inscription de ce personnage dans la grande trame canonique de l'univers World of Warcraft. C'est extrêmement riche et extrêmement puissant et extrêmement fertile dans la mesure où cela signifie que n'importe qui peut se mettre à écrire. Il y a toute une série de jeux vidéo qui ne sont pas vraiment des jeux vidéo, qui sont des jeux de gestion, qui ne sont pas non plus des MMORPG, comme le très célèbre O-Game, auquel personnellement j'ai longtemps joué, qui sont des jeux où il ne se passe rien, c'est-à-dire vous avez des vaisseaux qui s'affrontent, ce sont des tableaux, des tableaux Excel qui s'affrontent. Voilà, j'ai X vaisseaux de telle sorte, Y vaisseaux de telle sorte, etc. Et puis je vais aller affronter tel type qui a toute une série d'autres vaisseaux, ou voire les mêmes, mais en moins grande quantité, ou en configuration différente, etc. On lançait ces deux armées l'une contre l'autre, alors c'était en temps réel, donc c'était intéressant, parce que quand vous attaquiez le type de la belle voisine, ça mettait 5 minutes, si vous attaquiez le type du système solaire à 10 parsec, ça mettait 1h30, donc du coup il fallait se réveiller 1h30 plus tard pour vérifier. Alors il y avait des systèmes de pièges, c'est un jeu extrêmement intéressant pour qui aime la stratégie et la gestion de ressources, mais ce qui était encore plus intéressant pour des gens comme moi, c'était qu'il n'y avait rien. C'est-à-dire que tout se passait sur les forums. Quand on voulait raconter un combat, il fallait mettre en scène, avec des italiques, avec des couleurs, etc., un récit sur un forum qui n'avait rien à voir finalement avec le jeu, enfin qui était à rattacher au jeu, mais simplement par la force de l'esprit des joueurs, mais qui fondamentalement n'apportait rien au jeu, si ce n'est un environnement, un background, roleplay. Donc en fait ça c'est très important parce que quand on l'applique à quelque chose comme World of Warcraft, qui a déjà une trame de jeu vidéo très présente, qui a déjà une structure narrative très présente, hein. J'ai les tomes des chroniques de World of Warcraft, j'ai les 3 premiers, le 4e n'est pas encore sorti, c'est immense, il y a 350 pages par tome, il y a des grands dessins, il y a une vraie histoire, je la raconterai sans doute à mon fils quand il sera en âge de comprendre ce que je lui raconte, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un univers canonique qui préexiste et qui a été baigné par, on pourrait dire, les proto-joueurs, les premiers gros joueurs qui ont influencé par leur propre créativité cet univers canonique, par leurs univers étendus, parce qu'ils ont voulu apporter l'univers étendu. Donc que ce s'agisse de Star Wars, de World of Warcraft, de Marvel, alors Marvel aujourd'hui qui passe dans le cinéma a quelque chose en plus, c'est-à-dire que les acteurs deviennent les garants de cette autonomie. C'est-à-dire que quand un auteur ou un dessinateur voulait intervenir dans le monde de Marvel, finalement, à part les lecteurs, personne ne pouvait le sanctionner s'il faisait n'importe quoi. Là, j'imagine mal qu'on fasse faire à Tony Stark, par exemple, donc à l'acteur qui s'appelle Downey Jr., qui joue Tony Stark dans les Marvel, donc Iron Man, si on lui dit que demain il vire timide et prudent, bon, je pense pas que le personnage je pense pas que l'acteur acceptera de jouer ça. Je n'en sais rien, mais c'est une idée. C'est-à-dire que les acteurs deviennent dépositaires de quelque chose qui dépasse l'écriture. Les acteurs deviennent des foyers d'écriture. Donc, moi, ce qui m'intéresse énormément, parce que là, on est vraiment dans le cadre d'un mythe, c'est-à-dire qu'on a une trame narrative
structuré, ce qu'on appelle, ce que je peux appeler l'univers canonique, ce que dans une autre vidéo, dans les vidéos sur le mal, j'appellerais le texte rituel, c'est-à-dire le texte fondamental qui définit le rituel qui maintient le cosmos, voir ma première vidéo de propédeutique sur la question du mal. Finalement, ce cadre mythique, aujourd'hui, dans cette seconde modernité qu'on appelle aussi post-modernité, est très très présente et laisse beaucoup de place à différents acteurs qui jusque-là étaient complètement maintenus en sourdine par la réalité, par les autorités éditoriales, même de tous les types de diffusion, les médias. Je ne suis pas en train de parler de complotisme, mais simplement une idée ne pouvait être défendue qu'en tant qu'elle était manifestée par un maximum de personnes. Maintenant, il suffit de s'insérer dans la textualité, donc de se glisser dans la textualité, c'est ce qu'on appelle l'intertextualité, c'est les rapports de force entre les différents éléments du texte et entre les différents textes qui réfèrent à un même univers. Et donc on est en plein dans mon métier, c'est-à-dire mythologue ou philosophe des grandes structures de sens, de narration. Et donc on a une espèce de vaste liberté qui apparaît, qui émerge dans la créativité possible de ces grands textes. Ça m'intéresse à plus d'un titre, et bien sûr je vous montrerai lesquels dans ce nouveau cycle que j'entame. Donc je l'entame en